Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue chez Comet. Merci d'être venus pour cet événement Comet où on va parler d'intelligence artificielle. Alors pour ceux qui n'étaient pas là pour ça, vous pouvez vous lever, c'est le moment. Mais sinon, on va parler de plein de choses super intéressantes ce soir autour de ce sujet de l'IA. Et on va faire une plongée dans les nouveaux rapports de force relatifs à l'intelligence artificielle. Des rapports de force économiques, sociétaux, technologiques, et puis aussi comment les grandes entreprises, par exemple, redéfinissent leur stratégie au moment où les données prennent véritablement le pouvoir. Ou bien, par exemple, comment appréhender la transformation qui va être induite par l'IA, et au premier plan, bien sûr, l'IA générative, transformation qui, on va dire aujourd'hui, nous émerveille beaucoup, et on va essayer de ne pas tomber, justement, dans le mirage technologique ou dans le tour de magie. Et puis, quid aussi de la souveraineté dans un monde multipolaire dont vous avez certainement remarqué, la boussole est un peu cassée, voire totalement démagnétisée. C'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Je m'appelle Damien Douani, je suis un explorateur et un éclaireur du numérique. Je suis très heureux de vous avoir ce soir. Et pour commencer, je vais vous raconter une histoire. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va éteindre les lumières. Moi, je vais m'asseoir là. Et je vais vous raconter une histoire. Et je vais vous dire qu'il était une fois, il y a quelques années, au sein du programme Franco-British Young Leaders, deux profils qui étaient très complémentaires et qui se rencontrèrent. Nous avions d'un côté un CEO, expert des usages et de la transformation des organisations, et de l'autre, nous avions un professeur en IA fondamentale et en docteur en mathématiques, spécialiste de l'apprentissage statistique et des modèles. Et très vite, vous les avez reconnus peut-être, Laurent Potel et Benjamin Gage se découvrirent un terrain commun, celui de l'intelligence bien sûr artificielle. Peut-être d'autres aussi, mais on va parler de l'intelligence artificielle ce soir. Cette fascination qu'ils avaient, c'était intéressant pour eux parce qu'il y avait deux prismes différents pour en parler. Deux prismes qui permettaient d'avoir à la fois de la confrontation, mais aussi de la nuance, de la compréhension et de l'expérience concrète. Et puis depuis, ils n'ont jamais cessé d'en discuter et d'échanger sur le sujet. Ce qui avance, ce qui bloque, ce qui fait sens, ce qui ne fait pas sens, ce qui inquiète, ce qui émerveille. Bref, tous ces sujets, toutes ces facettes autour de ce sujet de l'intelligence artificielle. Et leur conversation, elle ressemble souvent à des moments... Vous savez, ces moments suspendus de deuxième partie de soirée un samedi où on a l'impression que le monde est ouvert à nous et on peut refaire le monde entièrement toute la nuit, c'est un peu ça. C'est des moments où il va y avoir des angles de vue à la fois différents et complémentaires, à la fois l'entreprise, la recherche, la théorie, le terrain. Et ça, tout cela, ça va permettre de creuser un peu en profondeur le sujet. Et donc, je vous propose... et je vais les accueillir, ils vont venir se faufiler tout doucement à côté de moi. Je vous propose qu'on s'asseye avec eux pendant une trentaine de minutes. Nous allons nous immiscer dans l'entrebâillement de l'une de leurs conversations. Messieurs, je vous laisse. Merci. Si ça marche. Celui-ci marche. Comme ça, tu as le temps de marcher celui-là. Merci pour cette introduction. Alors, on devait avoir un intervenant qui s'est retrouvé grippé. Donc, on improvise cette conversation, mais qui est effectivement la continuité de nombreuses conversations qu'on a pu avoir. Et moi, il y avait une image que tu avais prise, Benjamin, qui m'avait beaucoup plu sur l'intelligence artificielle et son utilisation aujourd'hui. C'est un petit peu comme utiliser un bazooka pour planter un clou. Ce qu'on utilise aujourd'hui sur l'IA. Beaucoup de buzz, beaucoup d'attentes. On en est où ? Alors, c'est effectivement une image que j'aime beaucoup. Donc, celles et ceux d'entre vous qui m'ont déjà entendu, vous m'avez sûrement déjà entendu dire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on utilise énormément de moyens. On utilise finalement une débauche, un gigantisme en fait, de modèles pour résoudre des tâches qui sont cognitivement pas si compliquées que ça, en réalité. Il y a des exemples, évidemment, pour me contredire, mais l'ensemble de l'usage de l'IA et l'ensemble des utilisateurs aujourd'hui de l'IA, le grand public, puisque c'est aujourd'hui un outil qui est grand public, c'est une commodité dans une certaine mesure, l'IA. C'est vrai que c'est des outils qui finalement utilisent énormément de moyens pour des choses qu'on sait faire, et donc on délègue dans une certaine mesure en fait l'ensemble de ces tâches. C'est ça qui est intéressant. Et c'est des discussions qu'on a souvent en fait. C'est-à-dire que quel est l'usage de cette technologie, comment est-ce qu'on fait pour la rationaliser, et comment est-ce qu'on fait pour finalement promouvoir une bonne façon d'utiliser l'IA. Si tu te souviens, il y avait une proposition un peu provoque, mais ça c'était plus la troisième partie que la deuxième, qui était est-ce que finalement il ne faudrait pas un permis d'utiliser l'IA, en tout cas une sensibilisation à ce que c'est, à ce que ça n'est pas, et c'est des discussions sur lesquelles on revient régulièrement, essayer de démythifier dans une certaine mesure pas mal de l'utilisation de ces outils.
bon, c'est une proposition que je ne reprendrai pas à mon compte, mais je pense qu'il y a quelque chose dedans qui dit on se sert de quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait bien réussi à cerner et pas tout à fait bien réussi à appréhender. Et justement, tu as ce côté un peu magique. Tout le monde utilise des chat GPT, Mistral peut-être avec le chat. Il y a un côté magique. Ça me fait penser à Google ou à Lycos, pour ceux qui utilisaient des moteurs de recherche il y a quelques années, où tu avais l'impression que tu avais accès d'un coup à toute la connaissance du monde. Ouais. Et là, tu as un truc un peu bluffant, c'est que tu as l'impression que tu as c'est quasiment incarné, tu as quelqu'un en face de toi qui te répond. J'aime bien l'idée qu'on débunk quelques idées. Alors, est-ce que l'IA, déjà, ça a toujours raison? Alors ça, c'est une super question, parce que l'IA, c'est pas autre chose que ce avec quoi on l'alimente. L'IA, pour résumer un peu à gros traits, c'est une machine absolument formidable à extrapoler, finalement, ce qu'on lui donne comme données. Il faut penser à ces modèles de langage, parce que c'est ça dont on parle en réalité. Quand on dit IA, aujourd'hui, la plupart des gens pensent ChatGPT, Gemini, le chat et ces systèmes-là. Et donc, c'est un petit peu comme si on avait une espèce de machine qui avalait à peu près l'ensemble de la connaissance écrite humaine. Donc c'est avaler le web, avaler les livres, avaler tout ce qui a été digitalisé depuis des décennies. Et à partir de là, réussir à extrapoler. Il y a quelque chose que je veux tout de suite clarifier, qui est que ces modèles de langage, donc qui sont 90% de la phase visible de l'IA aujourd'hui, c'est en fait des machines à aligner des mots les uns à la suite des autres. C'est un petit peu plus compliqué que ça, on parle de tokens, donc on sépare les mots en certains morceaux insécables, dans une certaine mesure, mais fondamentalement, c'est une machine qui aligne les mots les uns à la suite des autres. Et c'est assez facile de voir en fait que quand on l'entraîne sur énormément de mots, une connaissance beaucoup plus vaste qu'aucun cerveau humain en fait ne peut ingérer, et bien finalement ça trouve, c'est un peu l'image de l'aiguille dans la botte de foin, c'est-à-dire que ça trouve finalement le chemin qui est le plus plausible et le plus probable, et ça donne quelque chose qui fait du sens. Et c'est ça qui est assez magique en fait. Il y a quelque chose de très spectaculaire en fait dans la façon dont ces systèmes fonctionnent aujourd'hui. Et en particulier depuis 3 ans, depuis que ces architectures-là, elles sont essentiellement publiques, en fait, elles sont vraiment accessibles à tout le monde. Il y a une autre image, en plus de celle du bazooka que j'utilise assez régulièrement, qui est, moi je demande souvent quand je fais des conférences, combien d'emails vous avez eu, combien de livres vous avez eu besoin de lire avant d'écrire votre premier email. Et c'est de l'ordre de la dizaine à quelques centaines peut-être si vous êtes un gros lecteur. Mais ces modèles-là, ils ont besoin d'ingérer des milliards et des milliards de livres. En fait, le nombre de mots, le nombre de combinaisons de mots et la façon dont ils s'agencent, c'est absolument époustouflant et aucun cerveau humain en fait ne peut apprendre ça. Et donc il y a un écart en fait, il y a une discrépance absolument colossale entre ces deux phénomènes. Et une image que tu employais aussi, c'est tu as un enfant de 2-3 ans, j'ai une fille de 2 ans et demi, je lui ai montré ce que c'était un chat. Bon, globalement maintenant elle sait ce que c'est qu'un chat. Ouais. Pour le coup, un modèle LLM, pour comprendre ce que c'est qu'un chat, en fait, il ne comprend jamais vraiment ce que c'est qu'un chat. Absolument. Il ne comprendra jamais vraiment ce que c'est qu'un chat. Donc là, si c'est des modèles en fait, de reconnaissance d'items dans des images, avec des centaines de milliers, avec des millions, avec des milliards d'images, en fait, on réussit à peu près à identifier des concepts. Il y a un certain nombre de papiers il y a quelques années qui proclamaient qu'en fait, avec suffisamment de données, on arrivait à faire émerger des concepts, donc le chat, le cheval, peu importe vraiment l'item qu'on cherche dans l'image. Et ça fonctionne parce qu'avec de toutes petites variations statistiques, l'algorithme finit par réussir à trouver des invariants. C'est-à-dire, on lui donne 1 milliard d'images similaires qui contiennent un chat, il finira par piger qu'il y a une espèce d'animal avec des oreilles, une queue, 4 pattes, de la fourrure, qui en fait est un chat, mais le fait que ce soit un chat ne concerne pas la machine finalement. On arrive à identifier les invariants finalement dans ces images-là. Et encore une fois, il faut énormément de données, alors qu'effectivement, un enfant de 2 ans, voilà, j'en ai 2 qui sont passés par cet âge-là aussi, et effectivement, au bout de 2-3 points, 4 peut-être, si on va un peu lentement, mais en général, c'est de l'ordre de moins de la dizaine de points pour trouver ça. Et c'est ça qui est assez spectaculaire en fait. C'est que nos cerveaux, finalement, vont beaucoup plus à l'essentiel, on extrait beaucoup plus de connaissances et d'informations avec très peu de données, et les cerveaux humains sont très très bons pour raisonner avec des données très incomplètes, très dégradées. J'ai fait l'expérience pour le coup avec mes propres enfants. Une image d'un cheval et une photo de cheval, c'est 2 points de données et c'est très riche en fait. Et aucun algorithme de machine learning ou d'intelligence artificielle ne fonctionne avec 2 points de données, ou alors très très mal. Et donc c'est ça ton bazooka et ton clou. C'est ça, absolument. Et la proposition qu'on essaie de formuler, en tout cas dans le monde de la recherche, c'est plutôt continuer à utiliser le bazooka qui est très spectaculaire. On pourrait peut-être inventer le marteau finalement pour essayer de résoudre à peu près la même tâche avec beaucoup moins de ressources et un gigantisme considérablement diminué finalement de ces modèles-là.
Et là, un élément qui est hyper intéressant, c'est il y a eu un sujet marketing de dingue sur l'IA hallucine. Ouais. Donc on a anthropomorphisé l'IA en lui faisant en nous faisant penser qu'elle avait des hallucinations. En fait, c'est une erreur. Donc c'est quand même un truc fou parce que dans l'ingénierie mécanique, s'il y avait des hallucinations, il n'y aurait pas de voiture dans la rue, quoi. Ouais. Donc donc déjà est-ce que toi tes IA hallucinent? Est-ce que toi-même tu hallucines? Peut-être qu'on hallucine tous en ce moment même. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que comme tu le dis, on a anthropomorphisé en fait ces systèmes, parce que je crois que finalement ça les rend beaucoup plus accessibles. Je crois que c'est fondamentalement une erreur, parce qu'en réalité, l'hallucination, c'est précisément d'inventer. La définition de l'hallucination, c'est d'entendre des choses qui n'existent pas ou de voir des choses qui n'existent pas. Et en fait, l'IA ne fait pas ça. L'IA recopie en fait des choses qu'elle connaît, qu'elle a vues, simplement pas au bon endroit. Et c'est là qu'on parle d'hallucination. Donc il y a un exemple assez célèbre, et moi c'est quelque chose que j'éprouve régulièrement et que j'ai encore vu il y a quelques jours. Quand on demande à une IA de générer quelque chose et de sourcer ces éléments-là, assez régulièrement elle invente des références. C'est un phénomène qui est bien connu, notamment dans le monde universitaire. Ouais, même tu as Deloitte en Australie qui a été topé par un de ses clients qui avait fait toute une bibliographie qui n'existait pas. Absolument. Et c'est un vrai sujet parce que ça remet en cause du coup la crédibilité de grandes sociétés. Ça a été la même chose sur des avocats aux US. Donc c'est pas magique. C'est pas magique et ça pose la question du sens finalement de ce qu'on sait. Et en particulier, comme je le disais, c'est des machines très sophistiquées qui alignent les mots les uns à la suite des autres. Et donc ça va chercher la séquence de mots la plus plausible. Et le plausible n'est pas le réel. C'est ça qui est intéressant. Et c'est quand même bluffant. Bien sûr que c'est bluffant. Et c'est bluffant dans beaucoup de tâches. Et il y a beaucoup de tâches, finalement, sur lesquelles l'IA est absolument spectaculaire. Il y a des choses sur lesquelles elle échoue complètement. Et je pense qu'elle va continuer à échouer pendant encore longtemps. Et notamment le fait de fabriquer effectivement des références et de pas très bien savoir sourcer finalement ce qu'elle avance, ça, je pense que c'est encore quelque chose qui est compliqué, parce que la conception même de ces modèles, c'est pas d'aller pêcher l'information là où elle est, c'est de sortir finalement la séquence de mots qui est la plus plausible et qui est la plus alignée avec le prompt de l'utilisateur. Ce qui n'est pas la même tâche. Mais je crois qu'il faut, dans une certaine mesure, se poser la question de qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces systèmes. Et peut-être être un petit peu plus clair et faire un petit peu plus de pédagogie sur que font ces systèmes, pourquoi on les utilise. Et je pense clairement qu'il ne faut pas les utiliser pour faire des bibliographies ou des études de marché, mais en réalité, c'est des outils qui sont extraordinairement efficaces, par exemple pour reformuler un texte. Je crois qu'on a tous ici cette expérience d'utiliser un texte et puis le raccourcir ou de l'enrichir ou de le rendre un petit peu plus positif ou un peu plus négatif. Ça, c'est spectaculaire. Et c'est quelque chose qui est assez bluffant, pour le coup. On peut parler de plein d'exemples comme ça où l'IA nous bluffe et d'autres où l'IA, au contraire, échoue un petit peu lamentablement. Moi, je trouve que cette façon de reformuler des textes, l'un des premiers exemples qui était utilisé au moment où ChatGPT a été diffusé au grand public, donc en novembre 2022, c'était on peut prendre à peu près n'importe quel texte. Moi, je peux prendre ma liste de courses et demander à un LLM de la reformuler avec le style de Victor Hugo, par exemple. Et c'est super utile. C'est super utile, évidemment. On a, avant d'aller sur donc, du coup, ce qui marche, peut-être un sujet qui est là aussi une idée qu'on entend beaucoup, c'est l'IA va remplacer tout le monde. Ouais. L'IA va remplacer tous les juniors notamment. L'IA va remplacer des centaines de milliers, des millions de travailleurs. Vrai ou faux? Alors, faux. Mais pour développer un petit peu, je pense que effectivement, ça fait partie des fantasmes qu'on entend. Je crois que l'IA remplace des métiers, l'IA remplace des tâches, elle ne va pas remplacer des personnes. Et je crois que c'est important de faire la distinction. Et donc, il y a des tâches qui, effectivement, aujourd'hui, sont automatisables avec ces systèmes-là. La différence, c'est que donc moi, je suis philosophiquement schumpeterien. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont... L'innovation, de façon fondamentale, en fait, est destructrice, puis ensuite créatrice. Et la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, ça se fait avec une échelle de temps qui est très, très ramassée. Il y a un exemple sur lequel je reviens aussi assez régulièrement, qui est quand on a inventé le moteur à explosion, par exemple. Je pense que les conducteurs de calèche n'étaient pas tout à fait à la fête, mais ils ont eu 20, 30, 40, 50 ans peut-être en fait, pour ajuster, se former. C'est peut-être une autre génération qui finalement a accompagné un peu cet essor technologique. Là, on ne parle pas de 40 ans, mais de 40 semaines, voire de 40 jours. Et c'est ça qui est vertigineux en fait. Ouais, et puis il y a un autre sujet, c'est que toutes ces grandes innovations sur de l'ingénierie, sur du digital, avec les ordinateurs, des logiciels qu'on a utilisés, toutes ces innovations, elles passaient parfois de l'armée aux entreprises, des entreprises à ses salariés, et puis les salariés au foyer. Et là, en fait, on voit l'inverse. C'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire, c'est une innovation majeure
qui est apporté par les foyers dans les entreprises, et les entreprises, avec les sujets de shadow IT, d'appropriation de cette technologie, se retrouvent un petit peu prises de court. Donc ça, c'est un énorme sujet aussi, c'est que peut-être pour la première fois, ce n'est pas l'entreprise qui a l'impulsion, mais c'est les salariés qui sont à l'impulsion de ce changement. Absolument. Et je ne connais pas vraiment d'exemple comparable en fait, dans l'histoire récente d'une technologie qui se démocratise autant et aussi vite et qui finalement est drivée par les usages presque plus personnels que corporate. Ça, c'est assez spectaculaire, effectivement. Et du coup, ça nous force en fait à tous réfléchir et nous ajuster un petit peu au fur et à mesure qu'on avance, quoi. Encore une fois, c'est une technologie qui, d'un point de vue recherche, est développée depuis une dizaine d'années. L'architecture qui est à la base de tous ces modèles de langage, elle remonte à 2017, c'est l'architecture Transformers. Mais ça devient accessible au grand public quasiment du jour au lendemain, en novembre 2022. Et depuis, le rythme s'accélère en fait. Aujourd'hui, il y a une multitude, à l'époque il n'y en avait qu'un, aujourd'hui il y a une douzaine, quinzaine, vingtaine en fait, peut-être de LLM qui sont utilisables gratuitement par à peu près n'importe qui. Et donc ça modifie les usages en profondeur, ça pousse finalement les entreprises, les particuliers, les institutions à réfléchir à la manière dont on utilise ces systèmes et on pivote en fait très très rapidement. Alors il y a un exemple qui pour le coup est vraiment issu de mon monde, enfin du monde universitaire, qui est toutes les universités du monde ont eu à s'ajuster sur comment est-ce qu'on fait maintenant pour évaluer les étudiants quand on leur demande de faire un essai à la maison. Comment est-ce qu'on peut être sûr que voilà, c'est ça, tout le monde a 20. Et donc c'est assez amusant, mais on est en 2025, j'enseigne dans une université des modules d'intelligence artificielle parmi les plus avancés, on est revenu au papier crayon pour les examens, comme il y a 30 ans. Et ce mouvement-là, on ne l'avait pas anticipé. Et est-ce que tes étudiants, quand tu leur parles, est-ce qu'ils ont un gap sur le niveau parce qu'ils sont devenus fainéants et ils utilisent ChatGPT ou est-ce que ça les augmente? Est-ce que ça améliore leur performance? C'est un bon point. Donc là, on vient sur une de mes marottes, effectivement, qui est l'IA. Ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être aussi et surtout, je crois, l'intelligence augmentée. Ça a le bon goût d'être le même acronyme, donc ça ne demande pas beaucoup de boulot pour être adopté. Et je crois que fondamentalement, cette idée d'augmenter versus remplacer, finalement, certains de nos usages, elle est clé. Si on se sert de ces systèmes-là pour changer un petit peu la manière dont on travaille, pour peut-être faire plus, peut-être faire mieux, peut-être déléguer certaines tâches qui prenaient du temps et qui finalement avaient peu de valeur ajoutée, je crois qu'on est face à un progrès. Et la difficulté, c'est quand finalement ces tâches-là remplacent certains métiers, certaines lignes métiers, certains collaborateurs, parce que du coup, il y a une perte en réalité de compétences. Et ça, c'est clé. Alors, on ne va pas tout faire sur mes étudiants, parce que c'est un cas particulier, bien sûr, mais ils sont brillants. Et puis les étudiants sont brillants, naturellement. Mais je crois qu'il y a fondamentalement cette idée qu'il faut savoir pourquoi on se sert de ces outils. Et si c'est pour faire de la biblio, pour ne pas avoir à lire les papiers, justement, je crois que c'est plutôt une régression qu'un progrès. Ouais. Bon, on a planté le décor, on voit que c'est pas magique, que tout ne va pas être révolutionné par l'IA, mais que c'est un changement majeur. Ouais. Maintenant, si on regarde le côté, donc, ce qui t'impressionne, où là tu dis, toi tu as vu des choses où tu dis, waouh, là c'est très fort. Peut-être des choses que tu n'avais pas vu venir d'ailleurs, s'il y en a. Alors il y en a une qui vaut maintenant d'autorité publique. La recombinaison de protéines avec les modèles qu'on appelle AlphaFold de Google DeepMind, ça c'est spectaculaire. Et ça, c'est une question, donc pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent moins bien le sujet, c'est vrai que la recombinaison de protéines, c'est un problème majeur en science. C'est des tâches qui en fait prennent des décennies. Il faut énormément de temps pour essayer de tester plusieurs composés de protéines en particulier. Et c'est une tâche qui était en fait complètement hors de portée pour beaucoup d'acteurs, qui prenaient énormément de temps, énormément de ressources. Et finalement, l'idée, c'est d'utiliser des systèmes synthétiques, donc à base d'intelligence artificielle, de machine learning vraiment, pour tester les configurations et tester en particulier leur viabilité et leur stabilité. Et donc ça fait progresser la science, ce n'est pas un objet en tant que tel pour l'intelligence artificielle, mais c'est une utilisation de l'intelligence artificielle qui accélère considérablement le temps scientifique et qui, j'en suis persuadé, va mener à des innovations, au développement de médicaments, au développement de nouvelles protéines qui vont être absolument clés pour l'espèce humaine. Et ça, c'est spectaculaire. Et ça, c'est une façon de finalement accélérer le progrès scientifique qui, par ailleurs, a été reconnu, puisque c'est ce qui a valu à John Humper et Demis Hassabis de DeepMind le prix Nobel de chimie l'an dernier, en 2024. Donc c'est authentiquement quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait vu venir. En tout cas, il y a 3 ans, ça aurait été compliqué, effectivement, de dire voilà une application concrète de l'intelligence artificielle. Ça, c'est spectaculaire. Moi, je vais te donner un exemple qui reste dans le domaine de la santé, que j'ai trouvé bluffant. J'ai une amie dont la sœur a été en errance médicale pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, il n'y a aucun médecin qui arrivait à trouver quelle maladie elle avait.
elle avait des symptômes qui étaient très précis, personne ne trouvait. Et pendant que cette amie me raconte son histoire, je tape dans ChatGPT les symptômes. Et donc elle me raconte l'histoire, et au moment où elle me dit, et finalement, au bout de 10 ans, il y a un médecin qui a fait ce qu'on appelle le diagnostic d'une vie, qui a trouvé que c'était une tumeur au niveau du cerveau, qu'il fallait opérer, et tout est redevenu normal pour elle. Et je lui tourne l'écran de ChatGPT, je lui dis, c'est cette maladie. Elle me dit, putain, ouais. Donc elle est devenue blanche, parce qu'en 5 minutes de conversation, ChatGPT, avec les symptômes qu'elle me décrivait, avait mis le doigt sur le diagnostic d'une vie et 10 ans d'errance médicale qui étaient économisés par un diag sur ChatGPT, quoi. Truc de base. Et là, tu pointes le truc qui est en fait clé dans ces systèmes, c'est vraiment trouver l'aiguille dans la botte de foin. Et tu dis ChatGPT trouve en 5 minutes. Mais en fait, il trouve en 5 minutes plus des milliards et des milliards de pages web et des milliards de documents médicaux et scientifiques. Et donc finalement, cette espèce de chemin vers quelle est la suite la plus plausible, c'est ce travail finalement de processing de l'information qui est compliqué à faire en fait pour un cerveau humain parce que ça demande d'avoir accès, d'abord ça demande d'aller très vite, beaucoup plus vite que ce que font les cerveaux humains, mais ça fait longtemps que les machines nous ont dépassés sur ce point, et puis de pouvoir avoir accès à de l'information qui est compliqué là aussi à manipuler en fait, en tout cas pour un cerveau humain, ou alors ça demande une coordination très forte, peut-être à l'échelle d'un service. Et donc c'est finalement un accélérateur et un amplificateur. Et je crois que l'exemple que tu donnes illustre très bien ça. Et donc là, on est sur un sujet médical. Mais c'est vrai que le corpus de texte ou de ce qui alimente l'IA est un problème. Ouais. On le voit avec... bon, là, on parle de ChatGPT. OK, il y a Grok, qui est quand même un sujet, puisque c'est l'émanation IA de X, donc Twitter anciennement, avec une philosophie qui est celle d'Elon Musk. Il y a eu des exemples très récents de cette IA qui est biaisée en fait par des corpus de texte ou des témoignages ou des sites qui sont scannés et qui comportent des informations qui sont mauvaises. Du coup, comment on fait pour savoir si les tétrawatts de données et d'énergie qu'on utilise pour avoir une réponse, si en fait la réponse elle est bonne? Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le sourcing de l'information. Et c'est très compliqué parce que, donc on revient sur ce phénomène d'hallucination, qui encore une fois n'est pas un phénomène d'hallucination, mais qui est... C'est un bug. Ouais. Ça plante. C'est d'une certaine façon, je crois qu'on peut le voir en fait comme un bug. C'est un bug. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une mauvaise réponse, c'est pas nécessairement un bug. Et alors peut-être que je vais développer ce point d'abord, mais en fait c'est intéressant parce qu'il y a un rapport à l'erreur qui avec les machines n'est pas du tout le même que celui qu'on a avec les humains. On trouve ça absolument scandaleux quand effectivement une machine se trompe. Et quand on dit quelle est la réponse à une question simple, on s'attend à ce que la machine donne la bonne réponse, et quand elle donne la mauvaise réponse, on pointe ça assez rapidement en disant la machine hallucine, la machine n'est pas bien entraînée, le système n'est pas performant, mais en réalité ce système il a accès à beaucoup plus de données que ce que toi et moi on pourrait ingérer dans nos vies entières. Il a une vitesse de calcul qui est des ordres de grandeur supérieurs à ce que nos propres cerveaux sont capables de faire. Et donc, c'est pas nécessairement un bug. Je crois que la notion de l'erreur en intelligence artificielle, elle est intéressante. Je vais donner un petit exemple, quelque chose dont j'ai discuté avec notamment mes étudiants il y a encore quelques jours à Londres, qui est la tolérance à l'erreur, par exemple, dans les voitures autonomes. On accepte l'idée que quand on monte dans la voiture de quelqu'un, un chauffeur de taxi, par exemple, ou de VTC, l'accident arrive, l'erreur est humaine, évidemment, heureusement, ça arrive très peu de fois, mais ça peut arriver. Et c'est pas un bug. C'est-à-dire que c'est une conséquence naturelle, c'est une partie naturelle du fait de monter dans une voiture. On sait qu'on prend un peu plus de risques que quand on ne monte pas dans une voiture. Ouais, mais s'il a bu, s'il est malade. Absolument. Mais donc, tu vois, si c'est alimenté de fausses data. Ouais, mais tu vois, on mitige en fait un petit peu ces risques. On a une appréciation de la situation, et ça, c'est la façon dont nos cerveaux en fait raisonnent. On trouve absolument intolérable qu'une voiture autonome puisse commettre une erreur. Et si on sait qu'il y a une probabilité, même très faible, d'avoir un accident mortel en montant dans une voiture autonome, la plupart des gens vont se dire légitimement, j'ai pas tellement envie de monter dedans en fait. Et donc c'est intéressant, je trouve, ce rapport à l'erreur. On n'a pas la même tolérance, on n'a pas le même seuil de tolérance, et ce que tu dis est juste. On évalue un peu les situations. Quand tu montes dans la voiture de quelqu'un dont tu suspectes qu'il n'est pas un très bon conducteur, tu es un peu plus nerveux quand c'est pas le cas. Mais cette appréciation-là, on fait une évaluation en fait, probabiliste finalement, et là on en vient aussi à une autre de mes marottes, qui est le fait d'utiliser de l'aléa, en fait, dans nos décisions, d'accepter l'erreur, et finalement d'humaniser aussi un petit peu ces systèmes. Et dans une certaine mesure, c'est déjà un peu ce qui se passe, parce que ces systèmes, ça c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu,
ils ne prédisent pas la séquence la plus plausible de mots pour les modèles de langage. Ils vont prédire l'une des séquences plausibles de mots. C'est-à-dire que vous avez tous fait cette expérience, si vous donnez 2 fois le même prompt à un modèle de langage, vous n'avez pas tout à fait 2 fois la même réponse. Il y a toujours des petites variations. Si vous demandez à la personne à côté de vous de poser exactement la même question à ChatGPT ou à Gemini ou n'importe quel des systèmes, vous allez avoir des petites variations. Et ce n'est pas un bug, je crois que c'est une feature, vraiment, c'est une façon de concevoir ces systèmes qui randomise, en fait, qui probabilise finalement les sorties. Mais on n'aurait pas envie qu'une voiture autonome, de temps en temps, parce qu'il faut introduire un petit peu d'aléa, décide d'aller à gauche quand on veut qu'elle aille à droite, quoi. Tu vois, Ouais. ça pose la question un peu de ce qu'on veut faire avec ces systèmes. C'est un peu ce sujet de donc c'est innovation incroyable, mais si on revient dans le monde de l'entreprise, c'est un peu un super stagiaire, quoi. Ouais. Tu as un petit côté super, ça va me faire gagner du temps. Par contre, il faut que je contrôle. Parce que c'est pas sûr en maths, parce que c'est pas sûr sur les datas, parce que ça peut inventer de la bibliographie. Donc, tu sais, c'est un petit peu ce sujet où, comme c'est anthropomorphisé et qu'il avance avec un ton un peu péremptoire, il te dit c'est ça. Tu vois, moi, j'ai fait un test avec mon fils sur une de ses leçons de CM2. Bon, en fait, il répond mal. Tu lui dis, bah non, c'est pas ça. Il te dit, ah oui, t'as raison, c'est pas ça. Tu lui dis, non, c'est pas ça non plus. Tu dis, ah, c'est pas ça non plus. Tu vois, en fait, tu t'en sors jamais. Donc, il y a un côté, tu vois, quand tu disais, il faut un permis pour utiliser l'IA, c'est peut-être un peu ça. C'est qu'il faut se redire que, comme il a un ton très péremptoire, que tu as l'impression qu'il t'affiche la vérité vraie et que bah, c'est super bien écrit. Il y a peut-être ce côté de se dire, ok, en fait, c'est un super stagiaire, c'est une super aide, mais je ne ferai pas une copie directe de ça dans un dossier parce que c'est trop limite. Oui, absolument. Alors, ce qui est hyper amusant, c'est que ça a vachement évolué, en fait, depuis 3 ans. Il y a 3 ans, et c'est une expérience à laquelle vous vous êtes peut-être livré aussi, il y a 3 ans, on pouvait affirmer à ChatGPT, par exemple, que 2 plus 2, ça faisait 5. Et puis il répondait, bah non, ça fait 4. Et on affirmait de façon assez agressive, non, non, ça fait 5, tu te trompes. Et la machine reconnaissait, oui, bien sûr, pardon, excuse-moi, j'aurais dû mieux réfléchir, effectivement, ça fait 5. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible, non pas parce que la machine s'est améliorée, non pas parce qu'il y a de meilleures capacités de raisonnement, simplement parce qu'on a de façon presque, en dur, en fait, codé un certain nombre d'impossibilités. Il y a une autre expérience qui est célèbre, qui était au tout début de ChatGPT, lui demander des choses, par exemple, illégales. Il y a 3 ans, on pouvait dire, est-ce que tu peux me donner la recette pour fabriquer une bombe, par exemple, ou est-ce que tu peux me donner des adresses de sites sur lesquels je peux télécharger des films illégalement. Et au fur et à mesure, il y a des garde-fous qui ont été implémentés par les différentes compagnies qui développent ces systèmes. Et par exemple, quand on lui demande des adresses de sites sur lesquels on peut se prêter à des activités illégales, le système finissait par répondre non. En tant que modèle de langage, en tant que système d'intelligence artificielle, je ne peux pas autoriser ce type d'usage et donc je ne le fais pas. Et pendant quelques mois, on pouvait ruser en disant non, mais c'est surtout pas pour y aller, c'est pour être sûr de ne pas cliquer sur ces liens. Ah, bah ça change tout. Et alors là, du coup, il balayait toute la liste. Et c'est des expériences qui sont assez intéressantes parce que finalement, ça pose la question du contrôle et des garde-fous en fait, qu'on installe dans ces systèmes-là. Et en particulier, quelle est la manière dont on veut aligner ces systèmes-là. Tu parlais de Grok. Grok est un système qui est notoirement beaucoup moins régulé que d'autres. Et donc, on peut interagir. Alors, il y a des utilisateurs qui, du coup, préfèrent utiliser ce système-là que d'autres, mais ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions éthiques, et puis finalement, de l'utilisation de ces systèmes. C'est pas des questions qui sont faciles à trancher. Et là, on arrive sur des aspects qui intéressent évidemment là aussi beaucoup les entreprises, qui est la régulation. Comment est-ce qu'on fait pour réguler ces systèmes ? Il faut aligner avec un certain nombre de valeurs. Donc, je crois que le continent européen, pour le coup, est plutôt en avance. Si je devais résumer à gros grains, je dirais que l'Europe régule bien, innove moyennement et finalement finance moins que d'autres continents. Je pense à l'Asie, je pense aux États-Unis. Et donc, il y a une attention qui est portée, je dirais, sur la régulation, qui est très intéressante en Europe, et qui finalement est à mettre un peu en regard de la manière dont ces systèmes finalement sont développés. Et Grok est un assez bon exemple, je trouve. Alors, on avance vers la fin et peut-être pour finir, moi je vais te partager un truc qui m'angoisse avec l'IA pour le futur et un truc où je me dis, ça va être super. Le truc qui m'angoisse, c'est, on parle de Grok, dans la galaxie de Elon Musk, tu as Neuralink, qui est donc les puces dans le cerveau pour l'humain augmenté, et augmenté avec de l'intelligence artificielle. Et si cette intelligence artificielle c'est Grok,
Ça m'inquiète à double titre. Déjà, ça crée 2 catégories d'humains. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui auront accès à des puces Neuralink et ceux qui n'auront pas accès. Ça crée 2 catégories. Et à l'intérieur de ces puces, il y a une IA. Et cette IA, si c'est grog, ça m'inquiète beaucoup. Ça, c'est un truc qui m'inquiète. Un truc sur lequel je suis très enthousiaste, c'est qu'on est, je pense qu'on est au tout début de cette innovation. Ça fait très très peu de temps en réalité. Et je me souviens, parce que je suis en âge de me souvenir, des débuts du web. Et au début du web, on se disait, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Il y avait 2 liens hypertextes, une image qui n'était pas très bien définie, et on se disait, le potentiel va être énorme. Et aujourd'hui, on en est à avoir intégré avec de l'IoT, l'Internet partout, tout le temps. Et donc, ça, c'est un truc qui m'enthousiasme, c'est que je pense qu'on est au tout début et qu'on commence là avec des LLM, mais qui sont une partie de l'intelligence artificielle et que c'est une seule partie de l'intelligence artificielle. Ça, je trouve ça chouette. Et toi ? Absolument. Et c'est intéressant parce qu'il y a une accélération en fait, de l'histoire. Il y a une accélération aussi du temps nécessaire pour adopter ces nouvelles technologies. Il y a ce graphique qui est très célèbre qui représente le nombre de jours qu'il a fallu pour atteindre, je crois, 100 millions d'utilisateurs par service. Et donc, on a ça pour Google, par exemple, comme moteur de recherche, Facebook, Netflix, etc. Et c'est à chaque fois plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être quelques années, en fait, pour certains d'entre eux. Et puis, tout à droite du graphe, il y a ChatGPT, et là, c'est 5 jours. Il a fallu 5 jours pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Je ne connais pas le nombre d'utilisateurs enregistrés, même payants sur ChatGPT aujourd'hui, mais on est à plusieurs centaines de millions, on est probablement au-delà du milliard d'utilisateurs. Et ça, c'est arrivé très vite, en fait. La pénétration du web dans nos sociétés, ça a pris des années, ça a pris des décennies. Je suis aussi en âge de me souvenir que le passage du modem à la DSL, à la fibre, ça ne se fait pas en 15 jours, quoi. Là, tous les 15 jours, tu peux changer de LLM, tu peux changer de système sur ton smartphone, tu peux faire des nouvelles choses, tu peux repenser. Aujourd'hui, tu peux créer de l'image, en fait, sans vraiment te poser de questions, sans avoir aucune autre compétence que celle de taper un prompt sur ton téléphone. Et ça met à portée de tout le monde, finalement, des outils qui sont d'une puissance incroyable. Et dans une certaine mesure, je pense que ce modèle-là, alors c'est peut-être une note un peu pessimiste pour finir, il va falloir qu'on... Non, tu finiras quand même sur un truc positif. Ouais, quand même. Mais dans une certaine mesure, je ne sais pas si c'est si soutenable que ça, c'est-à-dire que le fait que tout le monde puisse générer de la vidéo, de la photo, du texte, parce qu'on en est là en réalité, fait qu'on va repenser un petit peu l'usage de ces questions. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis devenu très très suspicieux des images que je vois, si je ne connais pas la source exacte, si je ne suis pas capable de retracer un petit peu l'origine de l'image, parce que je sais à quel point c'est facile de la manipuler. Et la manipulation, c'est pas nouveau. Il y a 50 ans, on faisait aussi de la manipulation d'images, mais pas aussi vite, pas à ces échelles-là, et pas avec ces usages-là. Benjamin, merci pour cette conversation, j'espère que ça vous a plu, puis on va passer à la suite tout de suite avec nos autres invités. Merci. Merci.